L'enregistrement est lancé. Bienvenue à tous. On va lancer l'enregistrement du jour avec un ami à moi qui est, vous verrez, c'est une personne passionnante aussi, et on peut en parler pendant un moment. Je vais le laisser se présenter. C'est vrai que ça fait déjà presque 15 minutes et la dernière fois, on a déjà parlé 1 heure au téléphone, donc on a déjà enregistré 2 ou 3 épisodes de manière informelle. Mais voilà, on est avec Léo Martini. Je te laisse te présenter, Léo. Et merci Maxence. Ben, comme tu dis, ouais, un ami, on s'était rencontrés, je me souviens, sur les stages Jean-Christophe Fourcade. Et c'est vrai que depuis, on est toujours resté en contact. Moi, j'ai toujours apprécié, comme tu dis, ta passion et ton travail. Donc, premièrement, ben, merci beaucoup de me recevoir. Rapidement, Léo Martini, je viens d'avoir 30 ans. Je viens de Paris. J'ai grandi à Paris dans le 11e. J'ai très rapidement, quand j'ai commencé mes études STAPS, intégré le Paris FC. J'ai eu la chance dès le départ d'être aux côtés de Fred Hébert, qui m'a un peu mentoré, on va dire, qui m'a pris un peu sous son aile au début. J'avais commencé avec les 14 nationaux à l'époque. J'étais avec lui. J'avais travaillé aussi sur l'école de foot. Et puis ça s'est très bien passé. Ensuite, j'avais décidé d'aller à Rouen. Voilà, j'ai eu une petite expérience à Rouen en tant que stapsien toujours. Et puis, je suis revenu pour travailler au Paris FC, donc sur la prépa physique. Et puis, voilà, c'est là que mon vrai travail dans le foot a démarré. Donc, j'étais sur les 17 ans nationaux avec Fred. C'était Paul Xavier qui m'avait fait revenir. Donc voilà, toute la petite famille du Paris FC, je connais bien. Et puis, après 3 ans passés au Paris FC à la formation, sur la prépa physique, j'ai intégré le centre de formation du Havre Athletic Club. Et puis, j'étais aussi sur la section féminine. Il y avait un nouveau projet à cette époque-là. Ils avaient recruté 10 joueuses américaines. Donc, le fait que je parle un tout petit peu anglais, vraiment, je me souviens que ça avait fait la différence dans mon, euh, dans mon entretien avec Thierry Huvenard. Et puis justement, voilà, première saison avec le Havre, ça se passe très bien. Et puis voilà, hasard de la vie, chose de la vie, une des joueuses et moi, on se met en couple. Et puis voilà, c'était une Américaine. Donc j'ai refait une saison après ça au Havre. Donc j'ai fait 2 saisons au Havre à la formation et sur la section féminine. Et puis Shannon, qui est devenue ma femme depuis. Elle m'a proposé de venir m'installer ici à Tampa, en Floride, et puis j'ai accepté. Donc, depuis 4 ans, je suis ici en Floride et je crois que c'est ça dont on va un petit peu parler aujourd'hui. Exactement. C'est un beau parcours qui en fait, en fait rêver plus d'un, je pense. Ça démarre en France, tu rencontres ta femme sur les terrains et tu t'expatries Yes. outre-Atlantique. Donc, c'est top. Et effectivement, on va parler de cet aspect du foot féminin, entre autres, et de ta vie aux États-Unis. Euh, la première question que je voudrais te poser, c'est quoi les trois principales différences que tu retrouves entre la France et les États-Unis hors contexte sport, et après on va venir vraiment dans le foot féminin. Ok, donc hors contexte sport. Euh, je dirais que bah, moi, j'avais pas mal voyagé. Avant de venir ici aux États-Unis, j'étais allé souvent en Afrique, une dizaine de fois, le Mali, le Sénégal. J'étais pas mal allé en Asie aussi. D'ailleurs, avec le Paris FC, on était allé au Japon. Ça avait été une expérience extraordinaire. En Asie du Sud-Est, en Europe, je suis allé beaucoup voilà, dans tous les pays européens autour de la France. Je suis pas mal allé au Moyen-Orient aussi. Mon père est d'origine turque. J'ai passé pas mal de temps en Turquie dans ma jeunesse. Euh, donc, j'avais voyagé. C'est vrai qu'en tant que Français, quand tu voyages, tu as quand même toujours le côté où voilà, tu sens que tu viens d'un pays plus riche. Tu sens vraiment que tu viens d'un pays plus riche. Et en arrivant aux États-Unis, en fait, c'est la première fois que ça me faisait l'effet inverse. C'est-à-dire que voilà, j'arrivais et tout était plus grand, le confort de vie, tout était 1 ou 2 tons au-dessus. Et ça, vraiment, ça a été un choc parce que, en fait, c'est vrai qu'en tant que Français, tu as l'impression d'être ultra privilégié.
tu vois, dans ton confort matériel. Et quand tu arrives aux États-Unis, là, ça a été pour moi la plus grosse différence. Voilà, le confort matériel, euh, tout est neuf, toujours. Tout est super bien entretenu, les bâtiments, les voitures. Et non, ça, c'est vraiment la première différence, hein, un vrai choc. Le deuxième choc culturel, il est plutôt au niveau des relations. C'est-à-dire que les Américains, ils sont très, très, très avenants. Ils ont la tchatch vraiment très facile. C'est-à-dire que dès que tu vas attendre quelque part pour faire tes courses ou au restaurant, tout le monde vient t'aborder très, très naturellement. Ils ont ce côté où ils sont très, très tchatcheurs, en fait. Et ils te posent beaucoup de questions, tu vois. Les gens s'intéressent à toi, te posent des questions. Après, et ce sera peut-être la troisième différence que j'apporterai ici, euh, c'est que autant ils sont très, très bons pour briser la glace et communiquer de façon très, très confortable, en fait, les uns avec les autres. Au niveau des relations, moi, ça va faire 3 ans et demi que je suis là. J'ai pas forcément, avec des Américains pure souche, on va dire, j'ai pas forcément développé de relations très poussées parce que j'ai le sentiment que ça peut être aussi assez intéressé. Tu vois, ils sont assez intéressés au niveau des relations. Et si voilà, ils estiment que tu n'as pas forcément grand-chose à leur apporter, ça peut s'arrêter très, très vite aussi. Et c'est vrai que moi, hein, c'est juste mon expérience personnelle, mais au niveau des relations personnelles, tu vois, amicales avec les Américains, je n'ai pas forcément réussi à franchir des caps. Donc, autant ils sont très avenants, très ouverts, ils ont la chat très, très, très facile. Autant si tu veux aller plus loin dans la relation, c'est plus compliqué. Ok, ouais, c'est intéressant. Un autre profil de culture. Mhm. Euh, je reviens rapidement sur ton expérience au PFC et au Havre avant de se concentrer vraiment et de poser nos valises aux Mhm. États-Unis. Du coup, tu avais différentes casquettes d'éducateur, d'entraîneur et Yeah. de prépa Yes. aussi. Explique-nous tes différentes missions sur le centre de formation du Havre et avec les filles. Alors, mais en fait, moi, quand j'ai commencé au Paris FC, j'étais toujours étudiant en STAPS. Je savais que la prépa physique, c'était la ligne directrice que je voulais suivre parce que toujours été passionné par la performance. Autant j'aime le foot, je suis un amoureux du foot, mais j'aime les autres sports, j'aime le côté performance et ça, voilà, c'est toujours ce qui m'avait plu. Donc, c'était la raison pour laquelle j'ai vraiment suivi cette voie-là. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire au départ. J'étais assistant de Fred sur les U14, la génération 99. C'était extraordinaire, vraiment. Je voyais des séances et puis voilà, ça me donnait vraiment envie de travailler à ce niveau-là parce qu'il y avait vraiment sur les 99 au Paris FC une génération extraordinaire. Et puis, j'étais sur l'école de foot, ça me plaisait, mais je sentais que je voulais déjà être sur la très haute performance. Je savais que je n'avais pas, en tant qu'éducateur, les qualités, l'expérience pour travailler sur le niveau. C'est surtout la raison, c'est surtout pour ça, je pense, que j'ai voulu travailler sur la prépa physique parce que pour moi, c'était un accès beaucoup plus direct et rapide au niveau. C'est vraiment pour ça que je me suis dirigé vers la prépa physique. Donc, du coup, au Paris FC, quand je suis rentré de Rouen, j'étais uniquement sur les 17 ans nationaux. Donc, j'étais dans le staff avec Fred Hébert et David Rémis. Voilà, j'étais à leur service. C'était ma première expérience. J'amenais ce que je pouvais amener en termes voilà, de connaissances d'un tout jeune diplômé qui n'a presque aucune expérience de terrain. Donc, voilà, j'amenais ma passion, mon envie, et puis ce que je pouvais amener sur les échos, sur les mises en route, sur le travail du suivi de la charge. J'essayais aussi d'être un petit peu un assistant pendant les matchs, sur l'observation tactique. Voilà, mais sur ces 2 premières années au Paris FC, ça a été vraiment de l'apprentissage, de la découverte de comment ça travaille sur un staff voilà, sur un staff d'un club pro.
Quand je suis arrivé au Havre, j'ai eu beaucoup plus de missions. Déjà, quand je suis arrivé au Havre, j'ai eu un poste à plein temps. C'était aussi la grosse différence parce qu'au Paris FC, voilà, j'arrivais le matin, on faisait la séance et puis voilà, je repartais. Voilà, j'étais pas à plein temps. Je passais pas ma journée au centre, donc j'ai accumulé moins d'expérience. Au Havre, voilà, j'arrivais au bureau à 8h30 et puis je repartais le soir à 18h30. Je passais vraiment toute ma journée sur place, donc beaucoup d'échanges avec les coachs, les éducateurs, les autres prépas. On avait une cellule prépa avec Florian Fossé. Donc, voilà, j'ai beaucoup plus grandi au niveau des connaissances au Havre et c'était surtout lié au fait que voilà, j'étais là-bas à plein temps. Donc, voilà. Super. Et du coup, cette opportunité, cette porte ouverte qui s'est entrouverte du moins aux États-Unis, comment tu as appréhendé la chose? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais imaginé, ne serait-ce que 5 ans auparavant? Non, mais pas du tout en fait. Si je dois rentrer un peu dans les détails, quand j'arrive au Havre, moi je suis en couple depuis 5 ans. Et puis voilà, la première chose que le coach me dit, c'est bon, voilà, tu as le même âge que beaucoup des joueuses et surtout, tu as exactement le même âge que les joueuses américaines. Moi, il y a vraiment un truc sur lequel je veux, je veux être très, très clair, c'est que voilà, au niveau de la relation entraîneur-entraîné, ce soit très, très clair. Et moi, à ce moment-là, dans ma tête, c'est évident que ça doit être comme ça, tu vois. Et en fait, la vie fait que je suis un des seuls à parler anglais au Havre. Et puis, les Américaines, elles sont juste entre elles, elles ne parlent pas un mot de français. Moi, je suis tout seul au Havre, en fait, puisque ma copine de l'époque est restée à Paris. Donc, du coup, voilà, les choses de la vie font qu'on se rapproche. Et puis, voilà, dans mon couple, voilà, c'était la fin à ce moment-là. Et donc, voilà, c'est vraiment, moi, la raison pour laquelle je suis là, c'est sentimental plus que professionnel, en fait. Et après, on verra dans le podcast que je m'épanouis un maximum ici, hein, que c'est extraordinaire. Je pense aussi que la raison pour laquelle je m'épanouis professionnellement, c'est parce que, voilà, sentimentalement, je me suis trouvé, ça se passe super bien. Et voilà, c'est pour ça que c'est super positif. Mais pour répondre vraiment à la question, non, ce n'était pas du tout quelque chose qui était imaginé au début. C'était pas prémédité, mais c'est une top histoire. Franchement, c'est top. Et enfin, je te vois en direct, les gens vont t'écouter, mais tu as l'air hyper heureux en tout cas. Explique-nous vraiment tes missions actuellement, voilà, aujourd'hui, tes missions et ton rôle que tu as du coup en Floride. Ok. Bon, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'organisation du foot aux États-Unis est complètement différente de ce qu'on peut connaître en France. Mais c'est vrai que moi, j'entendais un peu ça avant d'arriver, mais on le réalise pas. En fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est pas la fédération qui gère les compétitions. Donc en fait, c'est des organismes privés. Même la MLS, hein, c'est pas une ligue organisée par la Fédé. Voilà, c'est une ligue privée. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, en fait, même au niveau des règles, par exemple, sur le foot universitaire, qui est un petit peu l'antichambre du foot pro ici, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, et dans le sport en général, les règles sont complètement différentes des règles FIFA. C'est-à-dire que c'est pas changement illimité, mais presque. Il n'y a pas d'arrêt de jeu, c'est-à-dire qu'il y a une horloge et 45 minutes, ça s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a une contre-attaque, 0-0, l'équipe adverse va au but, ça s'arrête à 45 minutes. Tu vois. C'est un buzzer? C'est juste. Comment? C'est C'est un un buzzer? buzzer, exactement. Ouais, ouais, c'est un buzzer en NCAA, donc le foot universitaire. Donc, en fait, c'est juste pour donner une petite référence comme ça, mais c'est différent à tous les niveaux. Donc, moi, mes missions, je suis directeur technique de la section élite féminine du club dans lequel je travaille, donc qui s'appelle Florida Premier FC, qui est basé un petit peu au nord de Tampa. Euh, on vient d'accéder en tant que club au plus haut niveau national. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ici, les promotions et relégations ne se font pas au niveau des résultats, se font juste au niveau de l'acceptation du club, de l'équipe dans la ligue. Donc ça, c'est aussi une énorme différence. Parce que
tu te rends compte que tous les aspects, ce qu'ils appellent politique ici, être capable tu vois, de bien parler avec les directeurs de ligue, ce qu'ils appellent les commissioners, les gens qui sont en charge de la ligue, c'est vraiment primordial pour que ton club ait du succès au niveau sportif. Donc voilà, ça c'est une vraie différence. C'est sûr qu'il a fallu qu'on ait des résultats pour accéder au niveau national, mais c'est l'attribution d'une promotion, elle est voilà, du fait de la ligue. Et ça, c'est une différence énorme parce que même après, dans la façon dont tu travailles, ça va avoir des conséquences assez importantes. Euh, Moi, sur le club, donc, je suis en charge de 2 équipes. Ça, c'était aussi une différence énorme, à mon avis, parce qu'en France, tu n'as jamais un coach qui entraîne 2 équipes. La plupart du temps, c'est tu entraînes une équipe. Non, ici, la plupart des coachs, ils entraînent 2 équipes pour la simple et bonne raison que financièrement, c'est plus intéressant. En fait, ici, tu travailles presque pas pour un club, mais tu travailles pour une équipe. Quand tu signes avec une équipe, les joueurs, les joueuses qui signent avec toi, ils signent pour jouer avec toi. Et il n'y a pas cette notion de club, en fait. C'est-à-dire que si je donne un exemple, moi, si je signe une joueuse, donc moi, je suis sur l'équipe élite, si je veux lui donner du temps de jeu en équipe réserve, c'est inconcevable pour eux. C'est inconcevable parce que eux, voilà, ils ont signé pour l'équipe première et ils n'ont pas signé pour un club, en fait. Ils ont signé pour jouer au niveau national avec moi et avec cette équipe-là. Et ça, c'est une autre vraie différence parce que dans la façon dont tu gères les effectifs, ben, il faut vraiment le prendre en compte. C'est-à-dire qu'au moment où tu offres un poste en fait, à une joueuse dans l'équipe première, il faut uniquement la considérer comme une joueuse de l'équipe première qui ne peut jamais aller jouer en réserve. Voilà. Dès que tu fais monter de la réserve une joueuse, très compliqué derrière de la faire repartir parce que eux, dans leur esprit, c'est des clients en fait. Voilà, ils ont eu un service qu'ils considèrent être plus intéressant sur l'équipe première. Donc pour eux, c'est hors de question qu'ils redescendent sur l'équipe réserve. Euh, Toutes ces petites choses-là, je suis désolé, je me perds un peu par rapport à la question, mais c'est Non, parce non, que bien c'est sûr. super vaste. Donc voilà, moi je suis directeur technique en charge de 2 équipes. On s'entraîne 4 fois par semaine. On a des matchs le week-end. Et pareil, grosse différence. Tu vois, je parle de la compétition là. Moi, en tant qu'entraîneur, je suis aussi presque un peu, tu vois, le manager de l'équipe. C'est-à-dire que c'est un peu à moi de savoir ce qu'on va porter le jour du match, tu vois, d'organiser l'itinéraire. Donc, ce que j'appelle l'itinéraire, c'est bon, on se donne rendez-vous 1 heure avant le match parce qu'il faut savoir que même quand tu te déplaces pas en tant qu'équipe. Chaque joueuse se déplace avec sa famille et te rejoint directement. Donc, autre vraie différence. Moi, j'avais l'habitude de voyager en car avec le groupe. Ici, la notion de groupe, elle existe très peu en fait. C'est très individualiste dans la conception du travail, dans la conception de l'appartenance à un groupe en fait. C'est-à-dire que oui, on appartient à un groupe, mais du coup d'envoi au coup de sifflet final. Voilà, après, on est un peu. Et c'est un peu moi mon rôle ici. Et c'est pour ça que je pense qu'on a du succès au niveau des résultats sur mes équipes, parce que j'essaie de construire une culture beaucoup plus collective. Et ça, je pense que ça a un gros effet positif sur les résultats que j'ai avec les équipes. Ouais, bien sûr. C'est vrai que j'ai déjà entendu ce côté individualiste et du coup, ce qui est assez paradoxal pour un club, pour un sport collectif. Ouais. Euh, Notre rôle, nous, d'éducateurs ou de staff, c'est vraiment de créer une dynamique et une symbiose dans l'équipe. Et du coup, ce que tu nous dis, c'est que la mentalité est totalement différente Ouais. là-bas. Alors ça, c'est vraiment, il faut aussi le concevoir comme une force. Parce que moi, les joueuses avec qui je travaille, elles ont des ambitions très élevées. Mm. Et parce qu'elles ont des ambitions très élevées, il y a beaucoup la culture ici du travail individuel. Je sais que toi, tu as eu l'occasion de travailler avec des joueuses, soit d'origine américaine ou bien qui ont travaillé. Parce que c'est vrai que quand les Français ils partent là-bas, souvent quand ils reviennent, ils sont imprégnés de cette culture. Tu fais du travail supplémentaire, extra, mais tous les jours en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont. Les parents, ils n'ont aucun problème à payer des coachs individuels
que ce soit sur le développement athlétique, que ce soit sur des séances privées, juste voilà, de développement technique. J'ai même, moi, des collègues à moi qui font juste du consulting. En fait, ils utilisent leur expérience de joueurs semi-professionnels, de joueuses semi-professionnelles, juste d'entraîneurs ou assistants coach dans des universités. Et ils font du consulting et pendant voilà, 1 heure, les parents et les joueuses vont s'asseoir autour de la table et juste discuter de comment devenir meilleur. Et ça, ils ont vraiment cette culture de tout mettre à profit pour le développement individuel. D'accord. Rappelle-nous quel âge ont les filles dont tu t'occupes? Donc, ici, le foot à 11 démarre en U13. Le foot à 11 démarre en U13. Donc, en fait, moi, je suis directeur technique de ce qu'on appelle l'académie, donc des U13 au U19. Donc, il ne faut pas confondre. Souvent, en France, ce qu'on appelle l'académie, c'est l'école de foot. Alors que ici, ce qu'ils appellent l'académie, hein, c'est un faux ami, c'est tout le foot à 11. Voilà. Tout le Ok. foot à 11. Donc, moi, cette saison, j'avais les 13 et les 15. Je reste avec les 15 qui deviennent 16. Et puis, je reprends une nouvelle équipe de U13. Voilà, donc 2 équipes en charge, plus la direction technique. Donc, j'essaie de produire du contenu parce qu'il faut savoir ici qu'au niveau de la méthodologie de l'entraînement, ils sont très, très, très en arrière. Ils sont très, très dépassés, que ce soit sur le travail de la planification athlétique. Bon, ça, c'est vraiment pas forcément quelque chose. C'était vraiment quelque chose qui m'a. Juste pour donner une petite histoire, j'arrive et j'étais dans un autre club. Donc ici, il faut savoir que les équipes, comme c'est des déplacements très, très longs, ils jouent le samedi et le dimanche. Tu vois, par exemple, nous, on est sur la poule sud-est des États-Unis. Donc, dans notre conférence, on a la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Caroline du Sud. Donc, il faut savoir que nous, on se déplace en avion. Pour aller jouer à Atlanta, par exemple, on se déplace en avion. On ne va pas se déplacer en avion juste pour un match. Donc, on se déplace pour 2 matchs. Tu joues samedi, dimanche. Donc, très, très, très grosse charge pour les joueuses. C'est pour ça qu'il y a énormément de blessures, d'ailleurs. Et je me souviens, donc, ce staff-là, qui était, à mon sens, très, 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 très limité au niveau des connaissances, perd les 2 matchs assez lourdement. Et lundi matin, ils se réunissent. Ils estiment que voilà, la défaite s'explique par défaite. La défaite s'explique par manque de fitness, en fait. On n'est pas prêt physiquement. Donc, ils ont démarré leur séance sur des suicides. Donc, le lundi en séance de reprise, après avoir joué back-to-back samedi et dimanche et avoir voyagé, ils démarrent la séance sur des suicides. Et si tu veux, les joueuses, elles n'avaient aucun problème avec ça. Elles y allaient à fond. Elles étaient désolées et elles étaient vraiment conscientes que voilà, elles avaient pas fait ce qu'il fallait, elles n'étaient pas prêtes physiquement, donc il fallait en rajouter lundi matin et faire des suicides. Et moi, c'était vraiment, voilà, ça m'avait choqué. Je ne savais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Ouais, euh, de ce que tu dis, on comprend que la culture américaine, en fait, c'est faire plus et c'est pas forcément faire mieux. Exactement. C'est toujours faire plus, faire des extras, faire des séances de salle en plus, et des fois, il n'y a pas de Exactement. réflexion sur le... Exactement. Mais enfin, ce que tu dis, c'est très vrai. Moi, je me souviens que c'était l'expérience qu'on avait eue au Havre sur la première saison avec les Américaines. Où, donc, en fait, nous, voilà, on sait, Thierry Huvenard, beaucoup d'expérience dans le foot pro. Il sait qu'une saison, c'est long. Donc, le début de saison se passe très, très bien. On gagne les matchs assez facilement. Et puis, eh bien, c'est facile pour les joueuses. Et c'est vrai qu'elle, elle venait du milieu universitaire où en fait, tu joues 3 matchs par semaine. Et il faut savoir qu'ici, pour les un peu spécialistes de prépa, quand ils ont 3 matchs par semaine, ils rajoutent un point fort dans la semaine à l'entraînement. Donc en fait, ils ont 4 points forts par semaine. Donc, pour moi, c'est inconcevable. Le corps humain, il n'est pas prêt à répondre à des charges aussi élevées. Mais non, pour eux, ça fait partie de la norme. Il faut rajouter des séances de fitness tout le temps, presque un peu quand on veut. Et du coup, ça fait que nous, au Havre, je me souviens, les joueuses, elles en demandaient plus.
Et en fait, elles ont pas du tout bien fini la saison alors qu'elles l'avaient super bien démarré parce que justement, eux, ils sont capables sur leur saison d'envoyer à fond pendant 3 4 mois. Mais par contre, après, ils vont prendre 2 mois de break. C'est parce que les saisons sont organisées comme ça ici. Ils ont ce qu'ils appellent le fall et le spring, donc le printemps et l'automne. Et entre les deux, ils ont beaucoup de breaks. Ils ont des vraies périodes de stop. Donc en fait, eux, ils sont un peu, comme tu dis, à fond, plus, mais pendant une courte période. Et après, ils déconnectent complètement. Tu vois, il y a même la notion de faire un autre sport. Moi, j'ai des joueuses qui, pour elles, faire 10 mois de foot de suite, c'est nouveau et c'est presque choquant pour les parents, en fait. Parce que pour eux, c'est la notion de saison. Ok. Et donc, pour rester sur ça, parce que tu viens de l'introduire, euh, comment ça se constitue une saison là-bas c'est vrai que nous, en Europe, en France, on est habitué à une saison qui démarre enfin, avec la pré-saison aux alentours du mois de juillet, qui se termine au mois d'août, le championnat démarre et ça dure jusqu'au mois de mai ou juin avant de repartir en vacances. Comment ça se passe là-bas? Ça va dépendre en fait du niveau auquel tu joues. Par exemple, sur le foot universitaire, donc dans les universités, eux, je sais qu'ils démarrent en général autour de fin juillet, début août, et ils ont leur championnat qui démarre très tôt. Donc en fait, c'est une prépa physique qui est très, très, très rapide, et ils ont des règles très précises. Ils n'ont pas le droit de démarrer les entraînements, puisqu'ils sont toujours affiliés au niveau à l'université, avant une certaine date. Donc, je sais que sur le foot universitaire, ils ont une saison très, très courte, avec très peu de préparation collective. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que la notion de préparation individuelle est primordiale. Très peu de préparation collective. Par contre, dès qu'ils commencent à jouer, ils enchaînent, ils font 3 matchs par semaine pendant 2 mois et demi, 3 mois. Et en fonction des résultats, ils vont en playoff ou pas. Mais s'ils ne vont pas en playoff, en fait, ils jouent entre 20 et 30 matchs en moins de 3 mois, quoi. Donc, ça, c'est très, très éprouvant au niveau des organismes. Donc, taux de blessure ici élevé, mais c'est incroyable. Moi, sur le foot féminin jeune, euh, j'ai côtoyé autour de moi en 3 saisons euh, presque 10 joueuses qui se sont rompues les ligaments croisés. Voilà, sur des jeunes joueuses, hein. En 3 ans, j'en ai eu 10. Au Havre, moi, sur 2 saisons, j'en avais eu 0 sur la section féminine. Voilà. Au Paris FC, je n'ai pas souvenir d'avoir eu un seul cas en 3 saisons. Donc, sur les jeunes, pour moi, le taux de blessure ici, il est euh, super élevé et c'est lié au fait qu'en fait, il n'y a aucune notion de gestion de la charge. Pour eux, ce n'est pas du tout une notion qui les intéresse, qui leur parle, parce que pour eux, plus tu en fais, plus tu es prêt. Hum. Donc, très, très différent. Après, au niveau des saisons, bon, sur la NWSL, le niveau pro féminin, pareil, je sais que la saison, elle est vraiment, vraiment courte. Ça a démarré il y a pas longtemps et ça va finir, je pense, autour de août-septembre. Donc, pareil, c'est très, très court. Et par contre, nous, sur le club, on essaye de se caler un peu sur le modèle européen. Donc, démarrer assez tôt l'été et puis aller jusqu'à la fin de la saison scolaire, en fait. Donc, on essaie de se caler sur un calendrier de 10 mois. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il y a la saison du foot scolaire. Et ça, c'est une institution dans le pays. Jouer pour son high school, pour son lycée, c'est la chose la plus importante de leur carrière, en fait, de leur vie. Donc, pendant 3 mois, ta saison, elle s'arrête parce que, en fait, tes joueuses, elles partent. Les joueuses, elles partent et elles vont jouer pour leur high school. Donc, pareil, même concept, 3 matchs par semaine. Ils font des entraînements. Les entraînements, les coachs des high school, c'est souvent des profs, hein, profs de SVT, profs de maths, qui, voilà, juste parce qu'ils ont eu une mini carrière dans le foot ou juste parce que voilà, leur fille, elle joue au foot, et ben, ils sont improvisés entraîneurs. Et du coup, tu as affaire à des joueuses quand elles reviennent qui sont complètement déstructurées au niveau de la façon dont elles jouent et qui sont au niveau athlétique mais complètement déconnectées, quoi, ou bien blessées.
Et pareil, ça, c'est un autre aspect qu'il faut prendre en charge. Donc, moi, ce que j'essaie de mettre en place, c'est un maximum de communication avec elle. J'ai essayé d'avoir de la communication avec les coachs pour savoir un peu Mais voilà, tu as affaire à des gens voilà, qui sont dans une démarche complètement différente de la nôtre. Donc, très, très compliqué d'avoir des relations avec les profs des écoles. Donc, ouais, non, en fonction du milieu, du contexte dans lequel tu travailles, saisons complètement différentes, mais avec des spécificités très, très complexes. Du coup, par rapport à ces différents modèles, le club, l'université et le milieu professionnel, comment Mhm. se font les passerelles d'un niveau à l'autre? Yes. Bah, très bonne question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le Graal absolu pour une joueuse de foot ici, de jouer au niveau universitaire. En fait, il faut savoir qu'ici, le sport universitaire, et vraiment dans tous les sports, hein, le basket, le football américain, le baseball, euh, c'est c'est presque, voire même encore plus populaire que le sport professionnel. Donc, c'est à la télé tout le temps. Euh, les gens, ils sont très, très attachés à leur école. En fait, ils ont vraiment cette culture d'être très, très fiers d'où ils viennent. Donc, ils ont tous des t-shirts, des drapeaux, des stickers sur leur voiture à l'effigie de l'école où ils seront allés, en fait. Tu vois, c'est vraiment un truc qui est très, très prégnant dans leur société. Très, 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 très fier et très dans la, dans la, dans la démonstration de leur fierté de l'école où ils ont été. Quand je dis l'école, c'est l'université. Donc, en fait, et puis il y a surtout beaucoup la culture de ma mère est allée à Duke. Donc, voilà, dans ma famille, chez les filles, on va à Duke. Et tu vois, ça, c'est vraiment un truc qui est très, très, qui est très, très présent. Euh, donc, euh, donc, ici, jouer au niveau universitaire, c'est le plus important. Donc, en fait, nous, le club, c'est notre mission principale, c'est de préparer dans un premier temps les joueuses et surtout, c'est de les exposer. C'est de les exposer parce que ici, le recrutement, il se fait beaucoup par le biais de ce qu'on appelle les showcases. Donc, en fait, les showcases, c'est à partir des U15, donc dès que les joueuses sont au lycée et sont en âge d'être recrutées par les universités. Les showcases, c'est des événements où, en général, tu as 3 matchs, vendredi, samedi et dimanche, où en fait, tous les assistants, en général, c'est beaucoup le travail des assistants, le recrutement, les assistants des équipes universitaires qui viennent et voilà, qui observent. Donc, nous, on joue des matchs et on a une rangée de 20, 30 coachs qui sont en survêtement et qui sont là à observer les joueuses. Donc, en fait, nous, on a ce qu'on appelle un team manager. Un team manager, c'est souvent un parent d'une joueuse qui va s'occuper de mettre en place un, un, un calendrier, en fait. Enfin, pas un calendrier, une feuille avec tous les renseignements sur les joueuses de l'équipe. Quand on parle de renseignements, on va parler voilà, de compétences sportives, mais surtout académiques aussi, parce qu'il y a le côté académique quand tu te fais recruter pour l'université. Et en fait, voilà, les coachs ont les profils, observent, et donc c'est surtout par le biais de l'observation que les joueuses accèdent du club aux universités. Après, il y a tout un concept de bourse. En fait, ici, le sportif peut te permettre d'avoir une éducation complètement gratuite aux États-Unis. Il faut savoir qu'en moyenne, une année universitaire, elle coûte entre 35 et 50, 60 000 dollars par an. Donc voilà, ça fait partie du pays en fait. Donc c'est organisé comme ça, les banques prêtent, c'est possible d'accéder à l'éducation universitaire même quand tu viens d'un milieu défavorisé, par le biais de prêts financiers, par le biais de bourses académiques, mais beaucoup par le biais de bourses sportives. Et donc c'est beaucoup ce que les joueuses recherchent. Et en fait, ça c'est une pression que tu as dès le plus jeune âge. Parce que moi j'ai affaire à des joueuses de 12, 13 ans. euh, qui s'entraînent déjà, qui veulent s'entraîner comme des petits professionnels, parce que les parents mettent énormément de pression sur elles pour qu'elles puissent obtenir une bourse universitaire. Et ça, c'est quelque chose que j'avais un peu à l'esprit quand je suis arrivé, mais que je n'avais pas forcément compris. Et il faut vraiment le vivre et aller dans des familles et discuter avec les parents
pour se rendre compte à quel point c'est prégnant dans leur vie, quoi. Voilà. Il faut réussir sportivement pour accéder à l'université. Et tu m'en parlais tout à l'heure, le milieu social, on en parlait avant d'enregistrer, de lancer l'enregistrement, le milieu social du foot est complètement différent là-bas. Ah, complètement différent. Tu as raison, t'as raison de revenir là-dessus parce que, en fait, bon, sur les filles et les garçons, c'est complètement différent. Mais sur les filles, la population qui joue, c'est cadre supérieur, c'est TSP plus, en fait. Moi, j'ai affaire, juste pour te donner une petite anecdote comme ça, on a un tournoi en Virginie, un showcase en Virginie, donc c'est à 2 heures d'avion. Moi, j'ai une de mes joueuses dont le père vient me voir et me dit, Coach, si vous voulez, moi, je vais faire voler un avion privé pour ma femme et ma fille, pour qu'elles aillent au match. Si ça vous intéresse, je vous mets dedans, ce sera plus facile. Donc voilà, juste pour te donner une idée de à quel point ici les joueuses déjà d'une, il y a beaucoup d'argent, beaucoup plus qu'en France, vraiment. Et ça, c'était le premier aspect qui m'a choqué. Mais derrière, les gens qui jouent au foot ici sont des gens qui sont très, très fortunés. Donc, dans la relation que tu as avec eux, c'est différent parce qu'ils payent beaucoup d'argent au club, mais des sommes très, très élevées. Moi, ça me permet d'être payé comme si je travaillais à plein temps en tant qu'éducateur sur des U13 et U16. Mais en France, c'est complètement inconcevable. Enfin, il faut me dire qui est-ce qui est à plein temps en France pour entraîner des joueuses de U13 et U16. Je pense qu'il y en a très, très peu. Alors qu'aux États-Unis, il y a énormément de gens qui vivent de ça. Mais justement, le contre-effet de ça, c'est que ces gens-là se considèrent comme des clients. Tu leur dois un service. Tu leur dois un service au niveau… Par exemple, moi, je dois très souvent passer 1 heure au téléphone pour expliquer mes choix du week-end à des parents. Et même si au club, on a une politique de passer le moins de temps possible avec les parents pour donner des explications, ça fait partie du travail. Il faut expliquer aux joueuses, mais surtout aux parents, voilà, pourquoi elles ne jouent pas, pourquoi elles jouent moins. Et tu dois avoir ces discussions-là avec des gens qui ne connaissent pratiquement pas les règles du jeu. Et donc ça, c'est l'autre aspect. Parce que c'est vrai qu'en France, on a beaucoup moins de confort matériel quand on travaille, mais on a un confort dont on ne se rend pas forcément compte sur place jusqu'au moment où tu le perds. C'est qu'en France, tu as affaire à des gens qui ont une vraie culture foot, qui connaissent le foot. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects qui nous semblent, nous, naturels quand tu entraînes et qu'en fait, il faut développer ici. Pour moi, par exemple, expliquer que c'est évident que mes ailiers et mes joueurs offensifs vont avoir moins de temps de jeu que mes défenseurs centrales parce que c'est les demandes athlétiques du poste qui font qu'il y a moins de dépenses. Donc, c'est plus logique de passer plus de temps sur le terrain en tant que défenseur central qu'en tant qu'excentré. Mais en fait, pour eux, c'est une explication qui n'a pas de sens parce que pour eux, si ma fille joue au milieu excentré, elle paye le même prix que l'autre joueuse qui joue défenseur central. Donc, en fait, ils ont une relation qui est beaucoup plus liée aux aspects financiers qu'aux aspects sportifs. Et du coup, le fait que voilà, tu as affaire à des gens qui te considèrent comme un prestataire de service, c'est très, très différent de ce que j'ai pu vivre en France. Ok. Et du coup, ouais, ils estiment mettre les moyens, donc ils attendent qu'il y ait parfois des solutions facilitées pour leur enfant. Du coup, tu as expliqué assez clairement le lien qui existe entre, du coup, toi, la préparation et l'exposition de tes joueuses de club pour l'université. Ouais. Le dernier levier de l'université jusqu'au milieu professionnel, comment il se passe? Rappelle-le-nous. Alors, en fait, comme dans tout sport américain, tu as le système de la draft. Donc, la draft, sachant qu'en fait, c'est tout le sport professionnel américain est géré en fait, comme des ligues. Il n'y a pas le système promotion-relégation. Donc, en fait,
pour chercher l'objectif des ligues, des sports américains, entre guillemets, hein, je ne suis pas un spécialiste, c'est d'homogénéiser les niveaux. C'est de faire en sorte que, par exemple, les Lakers ne soient pas forcément l'équipe qui gagne tout et tout le temps au basket. Donc, pour ça, il y a des règles qui sont mises en place où, par exemple, l'équipe qui finit dernière du championnat va avoir plus de tours de draft. Donc, ce qu'on appelle les tours de draft, c'est la priorité quant à la sélection des joueuses sur les transferts. En fait, la priorité pour les transferts est donnée aux équipes qui ont les tours de draft. Et en général, les équipes qui ont les tours de draft, c'est les équipes qui ont le moins bien performé les saisons précédentes. Donc, en fait, ça marche avec la draft où chaque joueuse peut s'inscrire. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Tout le monde peut s'inscrire à la draft à partir du moment où tu as fait plus de 2 saisons en universitaire. Et en fonction de ça, après, les clubs choisissent. Donc, les clubs pro ont des émissaires qui regardent les matchs. Les clubs pro, en général, ils sont très, très connectés au milieu universitaire. Donc, ils ont beaucoup de contacts. Ils savent déjà en amont qui est-ce qu'ils veulent recruter. Et derrière, pendant la draft, les clubs font leur marché. Après, je sais que je ne suis pas spécialiste. Je ne sais pas si la draft, elle marche aussi quand tu veux recruter des joueuses de l'étranger. Je ne pense pas. Je crois qu'il y a des règles sur la NWSL, un peu comme nous, où tu as un taux d'étrangères qui est requis. Tu ne peux pas dépasser un certain nombre d'étrangères. Mais voilà, c'est par le biais de la draft. Et je sais qu'il y a beaucoup de joueuses post-américaines, post-université, et c'était le cas justement de mon épouse, qui, à la suite de ça, veulent rester un peu dans le foot, mais c'est soit la NWSL, donc la première division américaine, ou bien il y a pratiquement pas d'autres possibilités pour jouer au niveau professionnel. Donc, il y a beaucoup de joueuses américaines qui viennent s'exporter en Europe. Et voilà, je sais que vous avez eu l'occasion de bosser avec des joueuses universitaires américaines. Et voilà, c'est un peu l'option numéro 2 pour elles en général. Et avec du recul, et pour avoir discuté avec beaucoup de joueuses qui souhaitaient jouer en WSL, sont finalement venues en Europe, elles se plaisent énormément en Europe, en fait, les joueuses, parce qu'il y a, à mon avis, une culture de l'entraînement. Et puis, quand on est passionné par le foot, une culture foot qui est quand même supérieure à ce qui peut se faire ici aux États-Unis. Ok. Et les différences de culture foot, c'est quoi les principales selon toi? Au niveau du jeu, moi, au niveau du jeu, je dirais que c'est les aspects athlétiques. C'est-à-dire que ici, les joueurs sont des machines. Les joueuses sont des machines. C'est lié à la charge d'entraînement qui est souvent trop élevée, mais au final, vu que c'est comme ça depuis qu'elles sont toutes jeunes, leur corps s'adapte aux charges très élevées. C'est lié au fait que c'est un jeu qui est beaucoup plus direct, beaucoup plus vertical. Ça prend beaucoup moins de temps dans la préparation des attaques. C'est très direct. Donc, en fait, c'est très, très box-to-box. Et la charge d'entraînement et le style de jeu font que forcément, les aptitudes athlétiques se développent pratiquement naturellement. Ils ont très, très peu la culture du 1 contre 1. Ça, vraiment, c'est quelque chose, moi, que depuis 3 ans, là, avec mes U15, que j'ai depuis le début, j'ai vraiment dû développer. Chercher à éliminer son vis-à-vis en 1 contre 1 sur le sport féminin, ici, ça existe très, très peu. Ça, c'est une différence relativement importante. Et non, après, voilà, il n'y a pas des différences énormes. Hein. C'est le même jeu, mais où la dimension athlétique est vraiment prégnante, où la notion de 1 contre 1 et de technique individuelle est différente. Moi, je sais que déjà au Havre, je regardais souvent les plus jeunes. Il y avait des joueuses capables de faire des choses très, très intéressantes avec le ballon. Ici, on va l'avoir aussi, mais plus sur de la technique fondamentale. Voilà, des prises de balles,
mais pas forcément sur la créativité au niveau du 1 contre 1. Ok. Ça, c'est les différences du jeu vraiment entre les deux. Mais on sait que c'est vrai que, notamment dans le foot féminin, cet aspect athlétique, et notamment les qualités de puissance, de vitesse, peuvent faire encore de grosses différences. Je suppose que c'est du coup tu me donneras ton avis, plus facile pour une joueuse américaine ou nord-américaine de s'expatrier, de venir plutôt en Europe, Ouais. où on est sur un football plutôt de conservation et d'opposition et sur l'aspect technico-tactique, que l'inverse, parce que du coup, l'inverse peut être un trop gros gap pour une joueuse européenne qui arrive là-bas, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Non, je te rejoins sur cette observation. Ben, moi, déjà, de toute façon, moi, j'observe beaucoup les matchs universitaires et c'est vrai que bon, les équipes universitaires, souvent, elles ont des européennes. Euh, la plupart du temps, pour les européennes, le temps pour s'acclimater, c'est au moins 1 an, quoi. Voilà, sur la première saison, quand elles arrivent, elles sont pas capables de soutenir l'intensité et même, je crois qu'elles sont même pas capables de soutenir la charge d'entraînement. C'est-à-dire que ça pète souvent à l'entraînement. Donc, je sais que les joueuses européennes sont souvent blessées au début parce que voilà, c'est beaucoup pour elles. Et puis après, il faut un réel temps d'adaptation. Après, c'est vrai que une joueuse européenne avec les qualités principales qu'on a en Europe, hein, voilà, une bonne vision du jeu, une culture tactique, des qualités techniques sûrement supérieures à ce qu'on peut avoir ici. Elle peut se débrouiller très, très bien ici si elle vient avec voilà, l'idée que ça va être très dur au départ physiquement, qu'il va falloir faire les efforts, mais ça peut payer. Juste pour rebondir un peu là-dessus, là, récemment, on était sur la constitution des effectifs pour la saison prochaine. Moi, par exemple, je sais que donc, on travaille sur un modèle un peu comme des détections. C'est très, très primaire comme façon de travailler sur le recrutement, mais c'est comme ça que ça se fait ici aux États-Unis. On fait des sprints pendant la détection. Et les qualités de vitesse sont au même titre que les qualités technico-tactiques évaluées. Et en fait, il y a beaucoup de coachs qui ne regardent que le sprint pour constituer leur effectif. Parce qu'eux, ils partent du principe qu'une joueuse, un joueur, doit être un athlète avant d'être un joueur de foot. Et pour eux, tu peux transformer un athlète en le rendant footballeur. Et c'est là où moi et eux, on est en désaccord parce que moi de par ma philosophie, mais aussi de par ma petite expérience, je sais que c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'impact sur les qualités athlétiques d'un athlète que sur ses qualités technico-tactiques. Donc, moi, je préfère travailler avec une joueuse qui a des bases techniques et une culture foot, une culture tactique. Et derrière, par le fait qu'on s'entraîne 4 fois par semaine, que dans la planification de mes séances, je vais les faire travailler physiquement, je vais réussir à l'amener à un niveau. Alors qu'eux, ils considèrent les choses différemment. Il faut d'abord être un athlète et ensuite, on parlera de ballon. D'accord. Ouais, je vois, c'est une approche différente. C'est une approche différente et je pense que ça s'étend au-delà du foot et du foot féminin à d'autres disciplines là-bas aux États-Unis parce qu'on s'aperçoit que c'est une qualité, enfin, la dimension athlétique est prépondérante là-bas. Euh, Même si on sait que les études, notamment scientifiques, et le courant de pensée vient souvent enfin, le courant nord-américain, on en parle souvent, donc c'est des choses qui vont inspirer les Européens. Et à côté de ça, toi, tu nous dis qu'il y a aussi un retard ou du moins une réflexion différente dans l'approche et de se dire qu'on va bosser, tant pis pour celles qui se blessent, c'est celles qui sont considérées comme qui étaient en retard ou pas prêtes. Voilà. Alors, pour rebondir là-dessus, donc ça fait partie ça fait partie des normes, des coutumes, des traditions, de la façon de penser en général ici. Après, je sais que la Fédé, parce qu'en ce moment, je passe mes diplômes d'entraîneur, donc là, je passe le niveau B. Et je sais que sur la Fédé, qui s'est d'ailleurs beaucoup, beaucoup inspiré de ce qui se fait en Europe, mais notamment beaucoup en France, hein, je sais que la Fédé américaine et la Fédé française
sont partenaires, notamment pour la formation des cadres. Sur la Fédé, il y a un autre discours. Sur la Fédé, il y a un discours qui est de dire, voilà, le travail athlétique doit venir en soutien du développement des qualités technico-tactiques. Et les qualités athlétiques doivent être développées dans le jeu, donc de façon intégrée au maximum. Ce qui, sur l'ensemble du pays, n'est pas du tout quelque chose qui est arrivé encore. Il faut savoir, hein, je te donnais l'exemple des suicides lundi après avoir joué samedi, dimanche, mais tu as beaucoup de clubs qui dissocient tout. On va d'abord travailler techniquement, donc on va faire beaucoup de répétitions de gamme technique, et puis on va faire du physique, on va faire des sprints. Et d'ailleurs, eux, ils intègrent très peu la notion de changement de direction, d'ailleurs. C'est quelque chose aussi qui m'avait surpris, c'est-à-dire que eux, tout se fait en ligne droite. Ils intègrent très peu les changements de direction dans leur travail dissocié. Et puis ensuite, on va travailler tactiquement. Voilà. On va faire des situations, ce qu'eux, ils appellent des tactical waves, des vagues tactiques. Et en fait, ils arrêtent énormément. Donc, en fait, là où, à mon sens, ils se trompent, c'est que tout est dissocié. Et quand les joueuses elles arrivent en match, elles ont du mal à regrouper tous ces différents aspects foot. Parce que quand ils ont travaillé techniquement, c'était sans opposition. Parce que quand ils ont travaillé physiquement, c'était en ligne droite et sans ballon. Et quand ils ont travaillé tactiquement, il y avait des stops tout le temps, en fait. Donc, il n'y avait pas de continuité dans le jeu. Et en fait, à mon sens, hein, ce qu'il faut développer, bon, je ne suis pas un spécialiste de la formation, mais quand tu développes des joueurs, c'est être capable de leur faire intégrer que chaque situation est différente et il faut l'analyser de façon spécifique. Et eux, c'est comme ils appellent ça le notebook, parce que ça vient de la culture du foot américain où en fait, chaque action est préparée en amont. Tu vois, dans le foot américain, ils annoncent Chicago 3. Et en fait, on sait exactement où est-ce qu'on doit aller. Et eux, ils essayent d'entraîner tactiquement un peu de cette façon-là. Dans cette situation-là, c'est comme ça qu'on travaille et c'est que comme ça. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que Ouais, je veux dire. c'est clairement, ouais, il se crée du coup des situations fermées alors que l'essence même de l'activité foot et d'un sport collectif, c'est plutôt d'être ouvert et d'avoir des situations qui ne sont jamais les mêmes et qui se reproduisent rarement à l'identique. Exactement. Et du coup, même moi, hein, quand j'ai commencé à travailler sur mes séances, c'est vrai que moi, je faisais beaucoup de jeux réduits, avec des appuis, avec différentes couleurs, avec des missions différentes en fonction des équipes et tout. Et ça, pour eux, en fait, c'était pourquoi tu fais ça, en fait? C'était très bizarre pour eux. Et puis, le fait que j'intègre très peu de travail dissocié, pareil, pour eux, c'était surprenant. Après, aujourd'hui, mon taux de blessure, il est très bas. Et puis, bon, on ne jouait pas à un niveau très élevé cette saison. L'année prochaine, ce sera différent. Mais au niveau athlétique, on a survolé. Donc, en fait, ils vont aussi adhérer très vite. C'est-à-dire que autant les Américains, ils sont très sûrs d'eux et ils sont très sûrs d'eux et ils vont le mettre en avant. Autant ils sont aussi capables, au niveau du foot, de reconnaître qu'ils ont du retard. Et dès que tu as des discussions avec eux, ils sont très à l'écoute aussi. Donc, il y a un peu ce paradoxe de, voilà, on est très fiers de ce qu'on est, de ce qu'on a, de la façon dont on fait et on doit faire comme ça. Mais aussi, quand tu dois avoir des discussions avec eux, ils sont bons pour écouter et essayer de mettre en place aussi. D'accord. Et au niveau on a bien, je pense, une idée de tout ce que tu viens de décrire sur le côté performance. Une réflexion me vient sur le versant santé et tout ce qui est aspect nutritionnel. Est-ce que il y a des choses qui t'ont surprise là-bas, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes, chez les joueuses? Non, mais c'est super que tu parles de ça parce que en fait, j'aurais dû en parler en introduction parce que bien sûr, énorme différence culturelle, la nourriture. Il y a de la viande à tous les repas aux États-Unis.
Et vraiment, ça, pour moi, ça m'avait choqué, en fait. Au petit-déj, on te sert du bacon. Ensuite, au déjeuner, tu vas avoir un sandwich avec, ou alors une salade avec du poulet. Pour un snack, ils vont manger de la viande de bison séchée, tu vois, pour le goûter. Et puis, le soir, ils vont te manger un steak. Donc, il y a un apport protéique, euh, mais à tous les repas. Il y a de la viande à tous les repas. Il faut se rendre compte, hein, ici que euh, la masse musculaire des gens, elle est largement supérieure à la masse musculaire des gens qu'on a en Europe, hein. C'est lié à leur mode de vie. Ils marchent beaucoup moins, ils se dépensent beaucoup moins dans une motricité du quotidien. Ouais, dans l'activité Mais par physique. contre, tout le monde va à la salle tous les jours. Même les gens qui ont l'air d'être largement en surpoids ou quoi que ce soit, c'est des gens qui vont à la salle et qui poussent. Et ici, ça fait vraiment partie de la culture. Il faut être musclé, il faut être massif. Et c'est vrai qu'ils ont des connaissances nutritionnelles bien supérieures aux nôtres. Et d'ailleurs, quand tu vas au restaurant, sur les menus, souvent, tu as le taux de protéines et le taux de carbs, le taux de glucides complexes sur le menu. C'est affiché, hein. Tu sais exactement combien de calories, combien de grammes de protéines et combien de grammes de glucides tu vas avoir. Et en fait, les joueuses, moi, j'essaie de faire un peu de l'éducation par rapport à ça, mais il y en a beaucoup qui, ben, ça vient aussi du fait voilà, de leur classe sociale, mais euh, elles connaissent ça. Moi, j'ai des joueuses à 13 ans, 14 ans, elles ont leur shaker après chaque séance, après chaque match, et elles savent ça. Et elles te parlent d'électrolytes, et elles te parlent de pre-game drink, tu vois. Ils sont au fait de toutes ces choses-là, et pour eux, bah, c'est vraiment presque aussi important que l'entraînement en soi. Et toi, tu vois, là, je vois que tu souris, tu as des étoiles dans les yeux, parce que nous, en tant que Français, on se bagarre avec les joueurs pour essayer de leur amener quelque chose de très, très léger au niveau de la préparation invisible. Moi, je me souviens que les joueuses américaines, elles étaient en salle 45 minutes avant la séance. Et la plupart d'entre elles, elles avaient leur propre programme, elles savaient ce dont elles avaient besoin. Moi, il fallait que j'aille au vestiaire et que je les tire, les Françaises. Et c'était génial parce que à la fin, justement, les Américaines, elles avaient vraiment réussi à emmener tout le monde avec elles. Je me souviens au Havre, à la fin, c'était extraordinaire parce qu'il y avait vraiment de l'osmose et il y avait vraiment ce côté biculturel où les Françaises, elles avaient vraiment amené cette joie de vivre, ce côté très, très chaleureux dans le vestiaire et le côté très, très collectif. Et les Américaines, elles avaient vraiment adhéré à ça. Et les Américaines, elles avaient vraiment aidé les Françaises dans, voilà, il faut prendre le travail athlétique, l'entraînement très, très au sérieux. Donc, non, non, ouais, vraiment sur le niveau nutritionnel, des grosses, grosses, grosses différences. Ouais, c'est top. Et toi, tu as changé? Tu as changé sur le plan athlétique? Et moi, sur le plan athlétique, mais, bah, en fait, moi, j'ai beaucoup plus de temps. J'ai beaucoup plus de temps depuis que je suis ici, puisqu'en fait, je travaille surtout les soirées, mais la journée, j'ai du temps. Bah, je m'entraîne, j'arrive à m'entraîner. Je joue avec une équipe, ce qu'ils appellent semi-professionnelle. Je crois qu'on joue au niveau, c'est l'équivalent de la quatrième division ici aux États-Unis. Donc, je m'entraîne 2, 3 fois par semaine avec le groupe. J'ai les matchs le week-end. C'est génial parce que voilà, dans notre conférence, c'est la Floride. Donc, je joue contre Orlando, je joue contre Miami, je joue à Palm Beach, Fort Lauderdale. Voilà, c'est ça mes déplacements. Et moi, à chaque fois, je le dis avec la banane, le sourire et tout. En France, mes déplacements, c'était dans les campaniles de Liévin, les campaniles de Reims. Et avec tout le respect que je peux avoir aujourd'hui, euh, je prends tellement de plaisir dans ma vie à côté du sport parce que voilà, c'est la Floride. Pour moi, c'est l'endroit rêvé en fait. Et on a un confort de vie ici, au-delà du climat, qui est extraordinaire. Et ça c'est magnifique, quoi. C'est top. Bah écoute, c'est magnifique parce que du coup, je vais conclure sur quelques petites questions et ça va rester sur cette thématique. Tu essaies de me Yes, répondre de manière assez courte. yes. Qu'est-ce que
qu'est-ce que Léo Martini il aime bien faire dans sa Floride maintenant? Mais voilà, moi, par exemple, j'ai mon cousin qui est arrivé de France ce dimanche. Je l'ai récupéré à l'aéroport hier soir, dimanche soir. Lundi matin, on était sur la baie de Tampa en train de faire du kayak à la recherche des dauphins. Bon, on n'en a pas vu hier, mais voilà, il fait 30 degrés. Je suis dans la baie en kayak et voilà, c'est extraordinaire. Il y a une faune, une flore ici extraordinaire. Moi, j'adore être dehors. Moi, c'est ça que j'aime faire, être dehors et profiter de la beauté de la nature ici en Floride. C'est mon truc. Ok. C'est quoi la température là-bas? Et bien là, tout de suite, il est 8h45 du matin. On doit être très, très proche de 26-27, mais ça va continuer à grimper, sûrement autour de 32-33, mais ressenti 40 degrés parce qu'on a des taux d'humidité très, très élevés. Ok. L'été ici, c'est pas facile. Après, on a, on a un hiver qui est magnifique. En fait, l'hiver, c'est l'équivalent du mois de mai en France. Donc, Ouais, bien sûr. ça, c'est top. Ouais. C'est quoi tes canaux d'apprentissage préférés actuellement? Mais déjà, j'ai passé pas mal de temps sur ma formation. Là, j'étais avec l'US Soccer pour la formation de coach. Donc, j'ai eu pas mal de cours avec eux. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts pour me tenir au courant de ce qui peut se faire, ce qui peut se faire en France. Il y a le podcast qui s'appelle En dehors de ma surface, qui parle un peu comme ça d'expatriés français. J'ai un podcast qui s'appelle qui traite de la formation en France, qui est super intéressant. Il y avait un podcast qui s'appelle Prolongation, que j'écoute sur Spotify aussi, que je trouve très, très intéressant. Au niveau de la lecture, j'essaie de lire en anglais. Récemment, là, je lis le bouquin de Raymond Verheijen, c'est le prépa physique néerlandais qui avait un peu créé ce qu'ils appellent la périodisation athlétique ici. Donc, j'essaie de me mettre à jour des connaissances, mais en anglais. Et puis, ben, c'est à peu près tout, hein. Je ne suis pas non plus super assidu, mais j'essaye de rester au contact voilà, de ce qui se fait de nouveau, des échanges avec des collègues comme toi, comme Flo Fossé au Havre, comme Paul Xavier au Paris FC, voilà, des gens avec qui j'aime échanger et qui me gardent à jour, quoi. Super. Qui est-ce qui t'inspire dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce qui m'inspire Qu'est-ce qui je... t'inspire et qui est-ce qui t'inspire? Qui est-ce qui m'inspire? Franchement, ben, mon épouse, elle m'inspire énormément parce que euh, c'est quelqu'un qui a vraiment très, très bien réussi sa vie de sportif et d'étudiant et aujourd'hui de professionnel. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours des étoiles dans les yeux quand le matin, elle se réveille à 5h30 et qu'elle est en salle à 5h45. Voilà. Pour 1 heure avant de préparer son smoothie, son shaker, son petit déj. Et en fait, elle est super calée dans sa vie et est très, très organisée. Et moi, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément et que je trouve extraordinaire, en fait. Cette capacité qu'ils ont aujourd'hui, elle n'a plus besoin de s'entraîner, mais ça fait partie d'elle, quoi. Et ça, je trouve ça super inspirant de rester très, très sensible à la performance alors que tu en as terminé de ta carrière d'athlète. Et ça, ouais, ça m'inspire et j'espère être comme ça dans le futur proche et lointain. On peut le souhaiter. C'est son lifestyle et c'est vrai que ça reste longtemps. Quand tu trouves les choses qui te motivent et qui te font vibrer, Exactement. souvent tu les gardes longtemps. Euh, Dernière petite question, est-ce que tu aurais quelqu'un que tu aimerais entendre à ce micro sur une prochaine interview, quelqu'un précisément ou un métier ou une discipline? Si on reste un peu sur l'idée des Français expatriés aux États-Unis, moi, c'est devenu un ami maintenant, un Français qui est parti jouer au foot universitaire il y a une petite dizaine d'années maintenant, un peu moins d'une dizaine d'années. Et puis, pareil, il a rencontré l'amour sur place ici, il s'est marié, il s'appelle Bafou Sanogo. C'est un Français avec qui je pourrais te mettre en contact, pareil, qui vient de Paris comme moi, né en 92. On a vraiment beaucoup de points en commun. Et voilà, lui, il travaille un peu dans le milieu du foot ici.
mais il a sa vie professionnelle aux États-Unis et lui, il a joué ici. Donc, moi, ça me ferait plaisir de voir comment est-ce que toi, en tant que voilà, prépa athlétique, mais aussi intéressé par le côté voyage, pourrait échanger avec un profil comme ça. Ouais, super. Bah, écoute, avec grand plaisir. Léo, je te remercie encore une fois. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter qu'on a oublié ou est-ce qu'on a traité des sujets? Et si tu veux conclure, je te laisse le mot de la fin. Ouais, c'est gentil. Non, moi, pour revenir un peu à cette notion d'expérience de vie, j'encourage les gens à se, à s'ouvrir euh, sur tout ce que la vie peut leur apporter parce que c'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis peut-être la personne la plus heureuse du monde par rapport à ce que je peux avoir et c'était des décisions difficiles à prendre, mais aujourd'hui, je me régale dans la vie que j'ai. Et voilà, j'encourage tous les gens qui sont à l'écoute de ce podcast pour s'ouvrir un maximum et se laisser guider par la vie parfois. Pas être trop fermé sur ce qu'on veut faire, mais vraiment s'ouvrir et voilà, Super. laisser la Ouais, chance à la vie. c'est une belle conclusion, je ne ferais pas mieux. Reste Merci. avec moi 2 minutes, je bloque l'enregistrement. Je suis certain que l'épisode va plaire. En tout cas, je me suis régalé. Ouais,